d'infrastructures sanitaires, d'hôpitaux, de plateaux techniques. Et c'est indispensable, c'est vrai. Mais Fanon nous rappelle une vérité profonde. Un peuple n'avance pas uniquement avec des médicaments. Il avance avec une âme guérie. Nous avons hérité de systèmes éducatifs qui dévalorisent nos langues. De systèmes politiques qui nous apprenaient à obéir plutôt qu'à créer. De systèmes économiques qui nous conditionnaient à dépendre plutôt qu'à produire. De systèmes symboliques qui nous invitaient à admirer ce que nous ne sommes pas. C'est pourquoi l'Afrique d'aujourd'hui n'a pas seulement besoin d'hôpitaux. Elle a besoin d'un vaste chantier de réparation physique. Un chantier qui révalorise nos langues, qui honore nos cultures, qui libère nos imaginaires, qui soigne nos mémoires de leur silence forcé et qui permette à chaque Africain, à chaque Africaine, où qu'il vive dans le monde, de devenir un sujet de sa propre histoire. La désaliénation est une politique publique. La désaliénation est un projet national, continental même. Et la désaliénation est une condition de la souveraineté. Et si nous sommes fidèles à Fanon, alors nous devons comprendre que la plus grande bataille de notre époque n'est pas seulement une bataille économique ou institutionnelle. C'est une bataille pour la restauration de notre société collective. Vient le second. D'ici cadre engagé, passons maintenant à Fanon, le politique. Celui qui pense la lutte, la rupture et la souveraineté comme les fondations de l'émancipation. Il a vu. L'issue est amère, ce que beaucoup refusaient de voir et d'admettre. Que la fin des empires européens n'allait pas automatiquement ouvrir le règne des peuples africains. Que l'aube des indépendances pouvait être confisquée par ceux-là même qui se présentaient comme ses architectes. Il a vu la bourgeoisie nationale, cette élite formée dans les écoles coloniales, nourrie au réflexe du maître, devenir gestionnaire de l'ordre qu'elle prétendait combattre. Il l'a vu signer des accords léonins, reconduire les structures administratives des hommes nouveaux dans des institutions anciennes. Fanon savait que cela ne suffirait jamais. Il avait compris que la décolonisation, si elle se contente d'un transfert de pouvoir administratif, peut devenir le masque souriant d'un continuum colonial. Et que la bourgeoisie nationale, au lieu d'être une force de libération, pouvait devenir ce que Fanon appelait sans détour une classe sans envergure, un relais administratif du colonialisme incapable de donner un souffle à l'indépendance, une classe bavarde, narcissique, imitatrice, fascinée par le confort du colon plus que par la souffrance du peuple. Permettez-moi de rappeler avec les mots mêmes du document qui guide ce colloque. Vos mots, les mots de Dakar, réfléchissant sur Fanon, le diagnostic implacable que l'on retrouve dans les axes préparatoires. Le recul du colonialisme dans l'Afrique des années 60 portait la promesse d'une reprise de l'humanité. Hélas, Fanon avait dû alerter sur la trahison de cette promesse par la bourgeoisie bureaucratique africaine. Cette phrase n'est pas une simple observation historique, c'est une alarme que Fanon avait fait retentir et qui continue de résonner aujourd'hui dans les rues de Dakar comme dans toutes les rues des villes africaines. Dans les révoltes des jeunesses ouest-africaines, dans les critiques des systèmes monétaires imposés, dans les colères populaires face aux projets d'alignement et de dépendance. Car oui, il avait raison, l'indépendance politique n'a pas suffi.
Elle a ouvert une porte, mais elle n'a pas brisé les murs. Elle a hissé nos drapeaux, mais elle n'a pas libéré nos économies. Elle a donné une existence internationale à nos États, mais elle n'a pas garanti la souveraineté réelle de nos peuples. Les mécanismes de dépendance ont changé de forme, mais pas de nature. Le colon est parti, mais la dette est restée. L'administration coloniale s'est retirée, mais les accords inégaux sont demeurés. Les gouverneurs ont disparu, mais les injonctions des institutions financières internationales ont pris le relais. Les frontières ont été rompues, mais nos monnaies sont restées arrimées. La forme a changé, mais la structure jamais entièrement. C'est pourquoi le combat continue. Un combat politique, un combat intellectuel, mais surtout un combat moral. Celui de refuser que la liberté africaine soit concessionnée, que la souveraineté soit conditionnée, que la dignité soit marchandée. Et si Fanon nous parle encore avec une telle force, c'est parce qu'il nous a prévenus avant l'heure que la vérité, la véritable trahison de l'indépendance ne viendrait pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Des élites qui renoncent, des dirigeants qui négocient au rabais, des États qui préfèrent reconduire le système plutôt que l'affronter. Aujourd'hui, alors que l'Afrique vit une nouvelle onde de révolte souverainiste, alors que des jeunesses entières refusent de reproduire les mêmes illusions, alors que des gouvernements, dont le nôtre, assument leurs responsabilités historiques, remettent en cause les dogmes hérités du passé, le message de Fanon retrouve une clarté foudroyante. Oui, il avait raison. Et aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de détourner les yeux. Nous n'avons pas le droit d'être les nouveaux comptables de cette liberté sous tutelle. Nous n'avons pas le droit d'être les héritiers complaisants de cette trahison inaugurale. L'Afrique ne demande plus l'indépendance. Elle exige la souveraineté. Et cette souveraineté, Fanon nous l'a enseigné. Cette souveraineté n'est pas une proclamation, c'est une rupture. Vient alors le troisième visage de Fanon, celui de l'humaniste, celui de l'homme neuf. Fanon n'a jamais contemplé la violence non comme un idéal, mais comme une conséquence. Il a espéré ardemment l'avènement d'un homme neuf délivré du complexe du colonisé comme du complexe du colonisateur. Cet homme nouveau, disait-il, ne se définit ni par la race, ni par la rancœur, ni par la revanche. Il se définit par la liberté retrouvée. Et surtout par cette phrase qui restera le fil conducteur du colloque, que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Je le répète ici pour la jeunesse africaine. Vous êtes cette génération qui ne craint plus de regarder le monde en face et de lui répondre par ses propres mots, ses propres outils, ses propres rêves. À ce stade, une question cruciale se pose. Que faire de Fanon en 2025? Et quel appel à l'action cela adresse à nos sociétés? Il n'y a pas de pire trahison que de transformer Fanon en statue. Un Fanon figé, un Fanon de musée, un Fanon inoffensif. Non, Fanon n'est pas un monument. Il est un mandat. Et ce mandat nous oblige. Les axes du colloque le disent clairement. Il nous faut d'abord aborder la lutte pour la dignité. Ce front où se défait l'aliénation et où s'inventent les alternatives décolonisées. Les alternatives décoloniales. Il faut repenser nos langues, nos savoirs, nos imaginaires, rompre avec la dépendance culturelle et symbolique, rebâtir des institutions de savoir réellement africaines, réellement libres,
Penser le féminisme africain avec un espace d'invention politique, pas comme un emprunt. Réhabiliter nos humanités noires, nos spiritualités, nos esthétiques, nos pensées. Vient ensuite l'analyse des sujets révolutionnaires et des contre-révolutionnaires qui tentent de freiner l'histoire. Fanon nous met face à une question centrale. Quelle force sociale porte aujourd'hui la transformation? La jeunesse, les travailleurs, les agriculteurs, cœur battant de la révolution, selon lui, les diasporas, les mouvements citoyens et surtout, quelle force cherche à maintenir la dépendance? Sa lecture de la bourgeoisie nationale reste, hélas, d'une actualité brûlante. Il nous faut à présent analyser la position de l'Afrique et de sa diaspora dans ce monde en profonde recomposition. Il nous faut à présent analyser cette position. Le colloque nous invite à penser une Afrique qui n'est plus un objet, mais un acteur stratégique. Une Afrique qui s'inscrit dans une configuration internationale où l'hégémonie occidentale vacille, où les BRICS redessinent les alliances, où les puissances se déplacent et où les institutions internationales sont elles-mêmes interrogées par de nouveaux rapports de force. Mais cette réflexion serait incomplète si nous oublions la diaspora africaine, cette 6e région de l'Union africaine. Et c'est peut-être une coïncidence heureuse que son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye ait décidé de consacrer une journée nationale de la diaspora dont la première édition s'est tenue aujourd'hui même. Une diaspora qui n'est pas seulement une mémoire ou une communauté affective, c'est une force économique, culturelle et politique. Aujourd'hui, les transferts financiers de la diaspora dépassent largement l'aide publique au développement. Dans plusieurs pays africains, ils irriguent des millions de foyers, financent des projets, soutiennent l'entrepreneuriat local, stabilisent des économies fragiles. Dans les villes du monde entier, Paris, New York, Johannesburg, Abidjan, Londres et j'en passe, les jeunesses afrodescendantes portent une parole politique nouvelle, connectée, décomplexée, transnationale. Elles se mobilisent contre les violences policières, contre le racisme systématique, contre les discriminations économiques. Elles produisent des savoirs